Entre aujourd'hui et le moment où on fera le premier spectacle, vous prévoyez combien de temps? Tout ça est encore à préciser, puisque vous l'avez compris, d'une part, mener un projet comme celui-là sur le territoire du Grand Dax, c'est toujours un projet, quelque chose de lourd, de long, et que en plus nous avons souhaité vraiment éviter et ne passer sur aucune étape nécessaire à faire les choses sereinement et en toute objectivité. Donc là, ces études de programmation seront validées donc, au cours du conseil communautaire à peu près de novembre. Elles seront présentées lors du prochain pour entériner les scénarios, puis présentées dans le détail en novembre. Et ensuite, il y aura donc toute la phase qui suivront ces études de programmation avec les concours d'architectes. Et donc, des phases plus concrètes auront lieu sur le prochain mandat avec une construction qui aura lieu après 2026 sur des dates qui restent à déterminer, mais il nous faudra encore suivre toutes ces étapes. On ne peut pas donner d'année précisément, mais ce sera au milieu du prochain mandat vraisemblablement. Dans l'étude, on parle de l'exploitation aussi de la salle ou... Oui, c'est d'ailleurs cette étude liée à l'exploitation qui permet de déterminer ce déficit de fonctionnement tel que je l'ai évoqué, en gros aux alentours de 200 000 euros, et en fonction des activités qui sont liées, les spectacles, les salons et les événements professionnels, les congrès, en répartissant le chiffre d'affaires sur ces différentes activités et du coup en déterminant un chiffre d'affaires total et ce déficit-là. Donc bien évidemment on s'est aussi penché parce que l'exploitation, l'investissement, la salle elle-même est liée à ce qu'on y met dedans et donc le but c'est que vraiment on ait des fonctionnalités qui soient optimisées grâce à un équipement bien conçu. Donc tout est étroitement lié. Je voulais dire sur le mode d'exploitation. En fait. Ah oui, le mode d'exploitation, lui, il reste encore ouvert. Bon, en gros, il y a deux types de fonctionnement possibles, hein, soit en régie, gestion directe par la collectivité, soit en le confiant à une société, qu'elle soit d'ailleurs créée spécifiquement pour l'équipement, type société d'économie mixte ou un professionnel dont c'est le métier, par le biais d'une délégation de service public. Les deux, aujourd'hui, hypothèses sont encore sur la table, mais de toute façon, que ce soit par le biais d'une délégation ou en régie directe, il y a ce déficit de fonctionnement qui sera vraisemblablement à assumer par la collectivité. Et de toute façon, on fonctionnera par, au niveau comptable, le biais d'un budget annexe, puisque c'est obligatoire pour ce type d'équipements qui ont une partie de vocation commerciale et qui d'ailleurs nous permet aussi, notamment sur l'aspect financier, de récupérer intégralement la TVA, comme je le disais, c'est important dans le chiffrage qui est à assumer par la collectivité. Quand vous dites déficit, ça veut dire que chaque année la salle va... Chaque année, la salle coûtera voilà, à la collectivité, partant du principe que c'est un équipement qui ramène beaucoup plus que ce qu'il coûte pour le territoire en termes de retombées économiques et d'attractivité. Public en fait. C'est un choix voilà, de la collectivité que d'investir et de mettre du fonctionnement sur cet équipement que l'on considère comme boostant l'attractivité du Grand Dax. Et est-ce que vous avez fait une étude justement pour voir un peu les retombées économiques de tous ces gens? Oui, il y a des études qui existent, mais les meilleures études, c'est celles qu'on constate une fois que l'équipement est ouvert et fonctionne. Mais bien évidemment, il y a des répercussions sur tout le tissu économique du territoire. C'est pour ça, et d'ailleurs c'était intégré dans les études, les pré-études de faisabilité, dans les études de marché. Du coup, l'emplacement de l'équipement était lui aussi important. Et c'est un des éléments qui a aussi guidé le choix d'un emplacement au cœur du tissu économique de l'agglomération, pour que les retombées soient les plus importantes possibles. Ça illustre
selon le nombre de places qu'il y a à l'intérieur, si on appelle à l'époque, c'est toujours le cas, on appelle ça Zénith ou un machin comme ça, ce qui permettait aux tourneurs de dire on rentre à l'intérieur d'une tournée des Zéniths, etc., etc. On sera dans cette zone, dans ce cas ou pas? Alors par exemple, le terme Zénith est un terme, un nom commercial, hein, c'est un cahier des charges bien particulier. Donc on n'est pas dans ce cahier des charges là, mais voilà, toutes les études en amont ont permis de recueillir notamment l'avis de ces tourneurs sur les jauges, sur les capacités, sur les configurations, pour que justement on puisse coller à leurs attentes pour avoir ces artistes-là. Mais après, on n'a pas le label, nom. on n'a pas le nom pour les C'est à peu près situé au même endroit que le rugby. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir sur certains week-ends des tampons? Donc on soit bien évidemment attentif à ces cohabitations, c'est un mot à la mode là. En tout cas, ce que nous fait dire l'accueil de matchs de rugby à cet endroit-là, comme l'accueil de corrida, c'est notamment par rapport au stationnement. On a eu des matchs à plus de 7000 personnes, on a des corridas à 8000 et le stationnement se gère bien dans la zone. Donc ça confirme aussi, et c'était important pour les cabinets, que d'avoir des organisations d'événements grandeur nature sur le site pour conforter toutes les études qui ont été menées sur le stationnement. Après, sur la coexistence des événements, bien évidemment, ça sera regardé de près pour pouvoir gérer ça au mieux, avec des dispositifs particuliers qui seront mis en place si jamais ça arrive. Mais normalement, ça colle en fonction de la saison et des dates de match. Pour parler de corrida, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur ça, comment ça pourrait s'intégrer pendant l'événement majeur, la Fire? La salle, la salle, elle pourra... milieu, Ouais, elle est bien placée à ces moments-là, mais bien évidemment, elle pourra aussi avoir des usages durant ces fêtes, pour peu que des organisateurs souhaitent créer des événements en plus au cours des fêtes aux alentours du 15 août. Ce qui est au cœur des réflexions déjà, c'est l'intégration dans le site. Vous voyez que là, on a un pôle de la communauté d'agglomération dédié aux loisirs au sens large qui va prendre encore une importance supplémentaire, et bien évidemment l'intégration de cette salle de spectacle multifonctionnelle entre les arènes et le stade sera au cœur des réflexions des architectes qui devront répondre au concours dans les étapes futures. Il faudra qu'il y ait une cohérence dans tout ça avec bien évidemment l'ouverture vers le parc des arènes depuis la salle, son parvis, et que voilà, une cohérence sur toute la zone pour tous ceux qui viendront profiter des lieux. Je sais que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure parce que c'était compliqué, mais c'est quoi, c'est 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ben là, on est en 2024, on est sur une fourchette de l'ordre de 5 ans à prendre au sens très large, et pas au jour près pour la construction finale et l'inauguration d'un tel équipement. Ce qui est déjà un rythme assez soutenu, hein, puisque bon, vous l'avez compris, on a eu des différentes étapes depuis le début de ce mandat. Il y a des projets comme ça qui, si vous regardez ce qui s'est fait sur notre territoire, ont mis beaucoup plus de temps. Et ça s'entend parce que c'est un des projets structurants pour un territoire comme le nôtre. Ce sont des budgets à trouver pour mener le projet à bien, et ce sont des projets sur lesquels, entre guillemets, il ne faut pas se louper dans leur conception pour que tous ces usages puissent y être accueillis et que, comme on dit, l'équipement vive bien après sur la durée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps et c'est important pour bien faire les choses et que ce soit une réussite après quand il fonctionne. Et vous avez compris la volonté des élus de se mettre un petit peu plus haut que les jauges qui étaient déterminées dans les études de marché pour que, encore une fois, sur le long terme, on ait un équipement qui puisse répondre à tous les besoins. Vous venez de dire qu'il y avait des budgets à aller chercher. Vous espérez combien d'aides et combien ça coûtera finalement à l'agglo? On est, et ça sera présenté bien évidemment, ça l'a été lors de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière et ce sera lors du prochain conseil communautaire. On a bien évidemment
établi une prospective financière pour valider la soutenabilité financière de cet équipement. Donc vous l'avez compris, on est sur un scénario de plus de 21 millions d'euros. Et donc on a confirmé avec les études et la prospective financière qu'on a établie que d'une part investissement et le déficit de fonctionnement, c'est rare qu'on prenne déjà en amont, à l'heure où nous parlons, l'hypothèse du déficit de fonctionnement dans les prospectives financières. Mais on a voulu vraiment prendre tous les aspects en compte et cette prospective financière montre qu'en fait on ne dégrade pas le ratio d'endettement de la collectivité qui est à peu près aujourd'hui de 7 et quelques années et qui restera sous les 8 ans, notamment parce que on a certains investissements qui s'arrêtent, qui auront déjà été assumés par la collectivité, Aquae, qu'on aura, centre aquatique qu'on aura terminé de payer, le très haut débit, on aura investi et l'ensemble du territoire, vous le savez, sera raccordé cette année, l'ensemble de ses habitants. Les investissements sur la réorganisation de la collecte des déchets seront aussi terminés. La GEMAPI, les gros investissements à hauteur de 12 millions qu'on doit faire pour la protection des populations contre les inondations, 12 millions qui seront aussi payés. Donc en gros, on a 20 millions d'investissements qui seront terminés, qui nous permettront de passer sur une autre phase avec cette salle de spectacle, tout en continuant bien évidemment à assumer les compétences qu'on assume déjà. On est parti sur une hypothèse à isopérimètre, comme on le dit, c'est-à-dire en continuant à exercer toutes nos compétences et en construisant et assumant cette salle de spectacle en plus. Ma question était plutôt sur les 20 millions, justement. Combien l'État, l'Europe, tout ça. Oui, pardon. On effectivement part sur une hypothèse de subventionnement de 30% sur cet équipement, qui est une hypothèse réaliste, crédible, au regard des règlements d'intervention effectivement des autres collectivités, notamment l'État et l'Europe. Mais bien évidemment, on fera appel aussi au département, à la région, à tous ceux qui peuvent accompagner ce type de projet. 30% voilà, sur ce type d'équipement, hypothèse tout à fait crédible et raisonnable. Vous en avez parlé avec le département, parce que c'est quand même une salle qui est, même à la taille départementale, paraît importante. Oui, on souhaite bien évidemment avoir une oreille attentive de toutes ces collectivités. On n'en est pas encore à faire ces demandes de subvention, puisque vous l'avez compris, là, on vient d'avoir une étape très importante avec notamment ces études de programmation qui, puisqu'on a bien établi ce que devait être la salle, ces activités, nous a donné le chiffrage, parce qu'on avait beaucoup parlé de beaucoup de choses jusque-là, mais on en était à des pré-études qui ne permettaient pas d'aborder précisément ces éléments-là. Maintenant, on sait combien elle va coûter, et donc, là, on pourra entamer les phases suivantes sur les aspects budgétaires et notamment les accompagnements. Au conseil communautaire donc, du 17, ce sera une présentation qui sera faite aux élus. Oui, on reprend. Alors les élus ont déjà eu la présentation des 3 scénarios que je vous ai décrits là. Tous les élus communautaires étaient conviés et présents. Et lors du conseil communautaire, on validera le choix, on proposera la validation du scénario C qui est ressorti de manière assez unanime de cette réunion-là. On a souhaité, alors ce n'était pas obligatoire, faire une réunion déjà pour, avant le conseil, savoir quel scénario on proposait. Pour que vraiment tout le monde soit au même niveau d'information et toutes les informations puissent se déterminer lors de ce conseil communautaire en ayant bien eu les éléments en amont et les explications qui vont avec, parce qu'on aurait pu envoyer le dossier fait par le cabinet, mais on a jugé nécessaire qu'il y ait une présentation complète, détaillée, et que chacun puisse poser les questions qu'il souhaitait. Donc là, le 17, on proposera la validation de ce scénario qui donc permettra de valider l'étude de programmation à la rentrée, tout novembre, et donc après de partir sur les phases suivantes. L'étude de programmation, c'est un document très dense qui va vraiment dans le détail
cahier des charges de l'équipement. Et si dans 5 ans, le DGB, formidable, sportivement, tout se redresse. Ou la DB qui Ou la reste en National 2. Du coup, Je pense que ça méritera, on est hors du sujet de la salle parce que vous avez compris, il y avait une hypothèse qui permettait de mettre le sport événementiel, comme on l'appelle, le basket pour être plus précis, dans cet équipement. On voyait en fait que quand on le mettait, on n'avait pas une salle de basket exceptionnelle, on était sur un terrain et deux gradins qui étaient l'un en face de l'autre. On n'avait pas cet effet salle qu'on aurait pu avoir. On a handicapé fortement les autres usages, parce qu'une salle de basket a monté, démonté, bloqué beaucoup de dates pour la salle. Et on baissait les jauges sur l'aspect concert et autres événements. En gros, on faisait tout, mais un peu tout mal, quoi. Donc, voilà, les élus ont dit il vaut mieux se consacrer à avoir une vraie salle pour les autres activités et garder les salles qu'on a pour le basket. Parce que je me rappelle qu'il y a à Maurice Boyau une salle qui accueille 1200 personnes, qui pour l'instant a une jauge suffisante pour accueillir ces rencontres. La commune de Candresse, je lui laisserai annoncer ça, pourrait investir aussi sur sa salle pour qu'il y ait une autre capacité d'accueil, enfin en tout cas aux normes demandées par les fédérations là-bas aussi. Donc on a la capacité suffisante aujourd'hui. Et si demain, effectivement, ce qu'on souhaite toujours, il y a des rencontres à plus haut niveau avec des affluences plus importantes, je crois que ça nécessitera une réflexion sur une salle de basket ou de sport en général elle-même, pour bien faire les choses à ce niveau-là. Mais du coup, on a le temps pour aborder tout ça et le regarder aussi avec sérénité, parce que c'est en plus d'autres collectivités qui sont concernées. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est suffisant pour accueillir les rencontres dans de bonnes conditions, ce qui n'empêche pas après peut-être d'avoir une autre réflexion sur le sport lui-même. Il va donc y avoir un concours d'architectes qui va être lancé pour oui. Faire ça, mais vous parliez tout à l'heure d'un parvis. On sait comment elle sera orientée, si elle sera l'étude de programmation, c'est les intentions. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut un parvis pour accueillir le monde quand les gens viennent assister aux différents événements. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle forme il a, l'orientation précise, ça viendra. Voilà. On sait, l'étude de programmation, elle dit il faut une salle de tant de mètres carrés, il faut des cuisines de telle surface, il faut des gradins fixes de temps de place, elle dit tout ça. Et après, comment sera la salle, quelle forme aura le parvis, ça sera effectivement l'objet du travail des architectes, qui travailleront dans le cadre fixé par cette étude de programmation.